Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission Les GG, ensemble jusqu'au port de 11h. Nous vous aidons à comprendre les dessous de l'actualité. Ça se passe là et nulle part ailleurs. Vous nous regardez également à la télévision sur Espace TV. Vous nous écoutez du côté de Kindia sur Kaniazik et nos radios à l'intérieur du pays. À Lola, vous nous écoutez sur 99.7. Même fréquence du côté de l'Abbé. Si vous êtes du côté de Malapouya, Sabouké, merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, ça se passe là, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons lire un petit peu plus tard le message dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour Moussa Moïsila. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoro. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Et bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Abaka Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'aime le bon son. Hein? Ouais, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Bien. Allez, on parle encore de ces inspecteurs d'État, Abaka. Oui, et notamment des nouveaux inspecteurs d'État. Vous vous rappelez, il y a 2 ans, le gouvernement a organisé un concours pour recruter de nouveaux inspecteurs. Et 30 ou une trentaine, on va dire 32, ont été recrutés à l'issue d'un concours auquel beaucoup de jeunes Guinéens ont participé, de cadres guinéens ont participé. À la fin, 12 ont été affectés à la Cour des comptes, 20 à la Cour, 20 à l'inspection d'État, à l'inspection générale d'État, IGE. Donc il se trouve que depuis que les résultats ont été rendus publics, ce que je rappelle en amont que le concours a été surveillé, piloté par Expertise France. Donc c'est sur recommandation du chef de l'État et du gouvernement à l'époque, dans l'optique de reformer les corps de contrôle, mais aussi de renforcer leur capacité d'intervention sur le terrain. Parce que ce sont des corps qui commençaient à être frappés par un certain vieillissement. Et c'est pourquoi donc, ce concours a été organisé pour apporter du sang neuf, pour essayer donc d'étoffer l'effectif et le renforcer au fin que ces corps de contrôle puissent donc permettre de moraliser un tant soit peu la vie publique, la gestion publique dans notre pays. Le problème est que depuis que ces inspecteurs ont été recrutés, ils sont pratiquement, on va dire, abandonnés. Oui. Dans le sens qu'ils n'ont même pas de locaux, ils n'ont pas de bureau. Je parle de ceux qui ont été affectés à l'IGE, à l'inspection générale d'État. Parce que, contrairement à ceci, ceux qui ont été affectés à la Cour des comptes, ils sont dans toutes les bonnes grâces. Ils sont à l'aise parce qu'ils ont un salaire, a-t-on appris, autour de plus de 10 millions, de près de 20 millions par mois. Je pense que au niveau de la Cour des comptes, on ne peut pas nous démentir. Ils ont un salaire, ils ont un traitement assez gracieux du côté de la Cour des comptes, alors que ceux qui sont au niveau de l'inspection générale d'État, ils tirent le diable par la queue, ils mènent une vie de galériens, et ça j'insiste là-dessus, c'est une vie de galériens. Ceux qui font plus de boulot, hein. Ils ont été postés là comme jetés dans le désert, dans le désert des Kalahari. C'est incroyable. Mais non, mais vous ne pouvez pas imaginer, Lamine, des inspecteurs mais qui n'ont même pas de bureau, qui viennent la journée, ils ne savent même pas où se retrouver, où se réunir. C'est quand même incroyable. Ça, c'est un premier fait. Deuxième fait, c'est qu'ils n'ont pas de traitement salarial. Vous pouvez pas. Il y a beaucoup parmi eux qui ont abandonné des postes importants où ils avaient quand même un traitement digne. Ils ont abandonné tout cela pour venir se mettre au service de leur pays. Mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont déçus. Ils n'ont pas de traitement salarial. Ils ne reçoivent en tout qu'un traitement de 2 millions. Donc, comme tout fonctionnaire, pour vous dire que c'est une situation qui ne les met pas à l'abri de la tentation. Oui. Pas du tout. Des inspecteurs qui vont fouiner le nez, qui vont fureter le nez dans des situations où on soupçonne qu'il y a eu détournement, mais de grande ampleur. Il y a le cas de la Lonagui par exemple. Ce sont eux, il faut quand même le rappeler ici, ce sont eux qui ont mené cette enquête. Moussa l'a rappelé hier.
Parce que ceux qui ont été du côté venant de la Cour des comptes, ils ont dit qu'ils n'ont rien trouvé. Au niveau de la LONAGUI, c'est après qu'on a envoyé donc une équipe d'inspecteurs de l'inspection générale d'État. C'est cette équipe qui allait mettre la main donc sur qui a découvert ce qui a été présenté dans le rapport qui a été donc conduit au niveau de l'agence judiciaire de l'État. Donc on ne peut pas comprendre que ceux qui font le travail, ceux qui ont le courage donc d'aller fouiner le nez, d'aller saisir ces différents, de découvrir ces scandales et ces monstruosités, que ceux-ci donc ne soient pas à l'abri de la tentation. Donc ils n'ont pas de traitement salaire. Ils ont un traitement donc comme tout fonctionnaire de 2 millions par mois. J'ai appris dans mes enquêtes qu'ils ne reçoivent que 2 millions aussi par trimestre comme bon de carburant. Et ça, c'est un geste personnel de M. Aliou Diallo, l'inspecteur général d'État. Mais c'est quelle situation là? C'est quelle situation? Le président de la République, c'est lui qui a pris un décret pour, à la suite du concours pour nommer donc par décret présidentiel ces inspecteurs. Donc si ils sont un instrument important aujourd'hui du contrôle de la gestion publique dans notre pays, je pense qu'il faut faire quelque chose pour que leur situation s'améliore. Moi, dans nos enquêtes également, il nous a été révélé que plusieurs fois, ces inspecteurs, et la vingtaine, ils sont allés vers le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Nabi Youssouf Kiridi Bangoura, il a été saisi plusieurs fois de leur situation. Et selon nos informations, le ministre Kiridi, avec qui je n'ai pas pu converser, bien entendu, j'aimerais bien qu'on l'entende, qui aurait dit qu'il faut d'abord régler le cas des anciens inspecteurs. Parce que je rappelle qu'à l'issue du concours, il a été décidé que ceux qui ne seraient pas admis, qu'ils partent de l'inspection générale d'État. Donc le concours a tranché. Donc ceux qui ont été retenus, donc il faut que leur situation soit réglée. Mais ceux qui n'ont pas été admis, les anciens donc qui ont fait valoir donc leur droit à la retraite, ils doivent partir. Je pense qu'il n'y a plus lieu de nous parler de leur situation. Donc si le ministre d'État a été saisi de la situation, il n'est pas question qu'il nous dise qu'il faut d'abord régler le cas de ceux qui sont partis de l'inspection générale d'État. Il faut se pencher sur le cas des nouveaux inspecteurs parce qu'aujourd'hui, ils se révèlent comme un instrument important de lutte contre les bandits à col blanc. Je pense que c'est une situation sur laquelle le chef de l'État devrait se pencher. C'est important d'améliorer les conditions de vie et de traitement de ces inspecteurs parce qu'ils ont prouvé à plus d'une fois qu'ils sont à même donc d'accomplir dignement le travail qui les attend. Autrement, il faut s'attendre à ce qu'eux aussi, à l'avenir, ils cèdent à la tentation et que voilà, parce qu'à des endroits donnés, on leur propose des sommes importantes, 3 milliards, 4 milliards sur des dossiers de détournement portant sur 20, 30, 40 milliards. Vous voyez quelqu'un qui mène une telle vie, qui est logé à qui a un tel sort, donc il doit être épargné des besoins. Je suis d'accord avec toi. Allez-y, mon cher Obi. Il est clair que même si vous avez un traitement salarial de $10,000 par mois, vous êtes toujours tenté à la corruption. Ça dépend du degré de la somme. Alors moi, le cas de ces inspecteurs, les grandes gueules, je dis que soit on veut bluffer, ou on veut faire travailler les gens, ou on veut assainir nos comptes publics. Vous ne pouvez pas quand même amener des gens qui ne sont même pas capables de s'acheter des cacahuètes, aller fouiller dans des gros dossiers de contrats et trucs pour y sortir de la malversation. Évidemment qu'ils vont s'adonner à cœur joie. Évidemment, à cœur joie, je dis, ils vont s'adonner à la corruption parce que tout le monde a quand même besoin de vivre décemment. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la réponse du ministre Kiridi n'est pas la réponse adaptée. Vous ne pouvez pas dire à de nouveaux recrues: attendez d'abord, votre sort est mis en attente parce que votre sort dépend du règlement du sort de ceux qui sont poussés à la porte sont poussés à la porte. Ils doivent partir. Si vous recrutez des inspecteurs, les inspecteurs dans un pays, c'est la police financière, c'est important. Ils doivent avoir un traitement conséquent, un traitement qui leur permet, on ne dit pas d'emblée d'être dur face à la corruption, mais un traitement qui leur permet à un moment donné de trancher vif, d'être coriace, d'être dans des positions confortables vis-à-vis de ceux qu'ils vont contrôler. Alors, imaginez que vous allez contrôler un directeur financier
d'un établissement public. Les Vous avez grandes chez lui gueules. mal habillé, les chaussures complètement rongées par le fait que vous avez marché de l'inspection des finances jusqu'à tel ministère. Pendant 2 jours, le gars vous envoie paître parce qu'il sait un peu vos conditions de vie, et que vous vous retrouviez devant un monsieur assis, bien habillé, en Gucci et tout ça. Et bien, il vous corrompt facilement. Et vous êtes déjà une espèce de faiblesse, de position de faiblesse devant celui que vous allez contrôler. Si le contrôleur est faible vis-à-vis de celui qui va contrôler, il est évidemment que celui qui va contrôler va prendre le dessus sur lui, même dans les débats et comme dans la proposition des dossiers. Donc je pense qu'il est important, dans la lutte contre la corruption, ce sont des acteurs majeurs, des acteurs importants. Je ne peux pas comprendre qu'ils aient l'information que les collègues, les 12 qui sont à la Cour des comptes, ont un traitement salarial aussi gracieux, et que eux, il y a quand même une différence de 18 millions entre eux partant des chiffres qu'Abakar nous a donnés. C'est abyssal, c'est colossal, c'est blessant. Et donc, je pense qu'il est important que le Premier ministre prenne ce dossier à bras-le-corps, qui ne laisse pas les subalternes gérer cela, parce qu'on sait très bien comment l'administration se comporte dans ce pays, qui prenne ce dossier à bras-le-corps, parce qu'il a dit que la corruption est l'un de ses chevals de bataille, et donc qui crée une condition favorable de travail pour ces inspecteurs-là, qu'ils aient des bureaux, qu'ils aient du matériel, qu'ils aient un traitement de salaire confortable, qu'ils soient en position de force pour aller mener leur travail, pour aller mener les audits dans les établissements publics. Et c'est seulement comme ça qu'on pourra plus ou moins... Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Allez-y, madame. Non, mais je pense que l'indépendance dans le travail, l'autonomie, pour faire un bon travail de façon autonome, on a besoin d'être indépendant financièrement. Parce que quand vous n'êtes pas indépendant financièrement, les autres l'ont dit, il y a toujours cette tentation qui est là. On réussira forcément. C'est une question peut-être de mentalité, une question de conviction, mais à un certain niveau, les gens ont besoin d'un certain niveau de vie pour pouvoir travailler de façon indépendante. Et nous savons comment ça se passe dans ce pays. Je ne parle pas uniquement de ces inspecteurs-là, à tous les niveaux, au niveau de toutes les activités professionnelles. Quand vous prenez par exemple les enseignants, et aujourd'hui, dans certaines écoles, les enseignants vont par exemple, il y en a qui vont jusqu'à proposer, comme on appelle, de l'argent à certains élèves pour améliorer leurs notes. Ça, c'est par rapport à leurs conditions de vie. Dans les médias, partout, quand vous voyez que la corruption gagne du terrain dans notre pays, c'est parce que les conditions de vie et de travail ne répondent pas aux normes qu'il faut. Si vous voulez qu'un homme travaille de façon indépendante, qu'il puisse vraiment hausser le ton devant n'importe qui, il faudrait qu'il soit à un certain niveau, que certaines conditions minimales soient respectées. Alors moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on mettrait, par exemple, ces inspecteurs. C'est vrai que ces inspecteurs ont le même niveau de vie que tout autre fonctionnaire, mais il faut, je pense, mettre des conditions pour que le travail soit bien fait, pour que le travail puisse être fait de façon indépendante, pour que ces gens puissent parler, comme Roby le disait, à n'importe qui et ne pas pouvoir baisser la tête et qu'on ne leur fasse pas. Par exemple, Aboubakar l'a dit, quand vous faites un détournement de 35 milliards, un monsieur qui n'a jamais eu 10 millions, il vient en face de vous, vous lui proposez 50 millions, même 50 millions, juste 50 millions. Il n'a jamais eu ça de sa vie. Il pensera à s'acheter une parcelle en dehors de Conakry. Il va penser à préparer sa fin, parce que vous savez comment les fonctionnaires finissent leur vie ici. Il y en a qui ne réussissent jamais à s'acheter une parcelle ou à se construire une maison. Donc si vous voulez que les gens fassent dignement leur travail, il faut les mettre dans les conditions qu'il faut. Sinon c'est du leurre, c'est une façon d'encourager la corruption. Madame Hiro, allez-y mon cher Moussa. Oui, je trouve que ces inspecteurs d'État qui ne bénéficient pas du seuil minimum, eh bien, ce ne sont pas des victimes. Ce ne sont pas des coupables, plutôt ce sont des victimes. Pourquoi? Parce que au moins s'ils avaient le traitement que prévoit l'organigramme de l'inspection générale d'État, on aurait pu comprendre qu'ils peuvent au moins faire leur travail. Mais lorsque vous n'avez même pas ce que vous revient de droit, je pense que lorsque vous tombez dans la tentation, à mon avis, c'est pas pour les encourager à le faire, mais c'est parce que vous êtes victime quelque part du laisser-aller de l'État. Parce que l'inspection générale d'État, c'est la crème des inspections. Il y a le contrôleur financier, il y a les inspections générales des finances. Mais pour être inspecteur général d'État, je pense que c'est quand même le mérite, basé sur votre technicité à avoir une sorte de flair lorsque vous entrez dans une régie financière ou dans n'importe quel établissement que vous devez auditer ou inspecter. Donc c'est vraiment des personnages qui ont un fort potentiel. Donc on ne peut pas
et surtout qu'ils ont été recrutés à l'issue d'un concours, on ne peut pas les traiter de la sorte. Moi, je trouve qu'il faudrait que le Premier ministre puisse donner de la force à ce qu'il a dit, du caractère à ce qu'il a dit. Ça passe par quoi? Par d'abord la considération de ceux-là qui ont, de façon assez brave, qui ont réussi à franchir le pas pour être au niveau de l'inspection générale d'État, en leur donnant le traitement qu'il faut. Ensuite, il faudrait que le mécanisme de contrôle qui succède le travail fait par les inspecteurs d'État, que ce mécanisme de contrôle puisse être aussi activé, parce que dans les autres pays ça existe. Un inspecteur général d'État n'est pas un homme qui sait tout. C'est pas quelqu'un qui a le bâton magique. Il peut, malgré le bon traitement, il peut tomber aussi dans certaines facilités. Il faut le contrôle après pour pouvoir dénicher ces violations des règles. J'ai eu énormément de doutes sur, par exemple, le travail qui a été fait du côté de Niasdine récemment, lorsque je menais les enquêtes sur Niasdine, le rapport qui a été fourni et comment ce dossier a été géré en catimini. Mais si derrière il n'y a pas eu un travail mené, parce que le leadership doit être quand même amorcé par l'ancien ministre Aliou Diallo, il faut contrôler aussi certains rapports qui sont faits de façon assez préliminaire, superficielle, sans entrer en profondeur. Et ça permettra à ceux-là qui font bien leur travail d'être protégés, et à ceux qui veulent tomber dans la tentation de faire beaucoup. Les grandes gueules. Maintenant, la Cour de compte, j'en parlais hier, on reviendra là-dessus. Ouais. C'est pas vraiment une cour qui nous rend service. Ouais. Voilà. Allez, Abakar, on nous signale ce matin un accident de circulation, 4 morts du côté de Koleya. Ouais, ici à on a Conakry. appris, franchement, là, c'est l'émotion. Ouais. Ça se passait sous le nez et sous la barbe du ministère de la Sécurité à Koleya. Nous avons déjà vu les images qui circulent sur la toile avec ce minibus qui est venu rentrer, qui est venu s'encastrer dans un camion immobilisé, donc en panne immobilisé. Je pense que c'est parce que si on analyse très bien la cause, de mon point de vue, il y a 2 causes. La première cause, c'est l'excès de vitesse. L'excès de vitesse, parce que je pense que si le chauffeur du minibus faisait attention et ne roulait pas à tombeau ouvert, il aurait pu savoir qu'il y a quand même un obstacle devant lui et il aurait pu donc l'éviter. S'il n'avait pas bu aussi, s'il n'était pas drogué. Peut-être, pourquoi pas. Parce que tu vois, ces camions-là, c'est des jeunes qui conduisent. Mais il y a aussi... Deuxièmement, donc je parlais de la deuxième. La deuxième cause, c'est ce camion qui est en panne, qui est immobilisé. Peut-être, j'ai pas été en attendant nos reporters qui sont allés pour donc comment peut-on, parce que ce cas est très récurrent à Conakry. Oui. Lorsque un véhicule est en panne, il reste là et aucune disposition n'est prise ni par le concerné, par le propriétaire de l'engin, ni par la sécurité routière pour l'enlever de là. Je pense qu'il faut faire un travail de sensibilisation là-dessus et par la suite et un travail donc de coercition. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé ce matin. Non seulement le chauffeur de minibus devait vraiment savoir raison garder et rouler à vitesse donc raisonnable pour ne pas donc aller tuer nos concitoyens de cette façon, parce que c'est le minibus qui allait s'encastrer dans le camion. Mais il faut que la sécurité routière veille désormais et sur le cas de ces camions qui tombent en panne et de tout autre type de véhicule qui tombent en panne et qui restent là stationnés et immobilisés au beau milieu de la route. Ça peut être source d'accident, comme on l'a constaté. Allez-y, mon cher Obi. Ce n'est que source d'accident. Ouais. Par plusieurs reprises, moi j'ai croisé des situations pareilles du côté de l'autoroute entre Amdala et Bambeto, où les camions même en pleine nuit, vous savez, ils stationnent là, il est en panne. Il n'y a pas de courant, tout est sombre, il n'y a aucun feu tricolore pour signaler qu'il y a un camion en panne devant. Un triangle pour signaler. Alors si vous êtes dans des conditions pareilles, que vous soyez à 40, 50, 60, 70 à l'heure, dans un virage, vous avez plus de chances de rentrer là-dedans que de l'éviter. Non, vous avez plus de chances de rentrer dedans que de enfin malchance ou pas. Moi je veux dire ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que la probabilité est grande que vous rentrez dans la probabilité est grande que vous rentrez dans le camion et que vous l'évitiez. Alors je pense qu'aujourd'hui il est important
non seulement de responsabiliser la police routière, mais aussi de sensibiliser les chauffeurs de camions. Mais ils le font. Non, honnêtement, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'action punitive, je vais vous dire. Il n'y a pas d'action punitive. Sinon, normalement, je suis d'accord avec toi, lorsque vous venez trouver un véhicule, un camion en panne, stationné en plein milieu de la route, sans qu'il signale de part et d'autre qu'il est en panne, je pense que vous devez le verbaliser. Ouais. Il doit payer pour ça. D'ailleurs, pourquoi le service qui enlève, le service du gouvernement qui enlève les véhicules mal stationnés ou stationnés à des endroits indus, pourquoi ils sont prompts à enlever ces véhicules et pourquoi ils ne vont pas enlever ces véhicules en panne au beau milieu de la route? Il faut qu'ils fassent ce travail. Parce qu'ils sont à la chaude de l'argent. Oui, mais permettez-moi juste d'ajouter ça. Ils ont les moyens pour enlever les berlines, c'est-à-dire les petites voitures, mais ils n'ont pas les moyens pour aller déplacer déjà un camion qui est chargé de plus de 40 tonnes. C'est pas leur vieille machine là qu'ils utilisent pour ramasser les Peugeot ou autres là qui vont prendre pour aller tirer un camion à garer là. Je pense qu'il est important. Mais il faut les verbaliser. C'est ça. Et souvent ce sont des pannes graves, ce sont des pannes de moteur qui nécessitent plusieurs heures de réparation. Alors je me dis que la seule façon d'empêcher cela, c'est de verbaliser les camions, de leur faire payer cher. Comme ça, désormais, au départ, ils vont contrôler leurs camions. Vous avez vu dans plusieurs situations ici, des camions en pleine circulation qui ont les pneus qui pètent, avec des conteneurs dessus. Oui. Ouais. Et ça met tout le monde en danger. Bah oui. Les pneus pètent, il rate la route et il s'en va rentrer soit dans une boutique ou dans une autre voiture, dans une concession. Il y a aussi ces camions qui transportent les sables ou je ne sais pas, ou les granites ou autres. Moi, j'ai assisté à une scène du côté d'Amdalaï où il est venu, il n'avait pas de frein. Il a complètement laissé sa route et heureusement qu'il y avait du côté de cette zone, des gens ont pris la peine de placer des poteaux de fer parce que c'est une zone apparemment propice aux accidents. Donc ils ont placé des poteaux de fer pour protéger. Mais il n'est pas rentré dans la maison cette fois-ci, mais il est parti avec 2 autres voitures devant, voyez-vous. Donc c'est dangereux. La police ne joue pas assez son rôle. Lorsque ces camions-là sont, si Madame Hiro, lorsque ces camions-là sont en panne en plein milieu de la route, vous venez voir le policier en train de discuter tranquillement avec le chauffeur, peut-être après avoir reçu 50 000. Ils font copain, ami, ils sont arrêtés là. Et eux-mêmes, parfois, s'il est gentil, ils participent à faire dévier les voitures. Non, c'est pas comme ça. Vous sanctionnez, comme ça prochainement, il ne fera pas la même chose. Vous accusez à tort le policier. Moi, je pense que c'est toute une chaîne. En partant de la visite technique. Parce que si vous voyez que ça n'existe pas. Justement. Mais il faut que ça existe. Dans un pays normal, ça devrait exister. Il faudrait qu'il y ait de la visite technique pour éviter que de gros porteurs tombent en panne au milieu de la route. Vous vous souvenez, il y a quelques mois, sur la route de Kindia, il y a eu, ce gros porteur qui a barré la route. Il y a eu des kilomètres de fil de voitures parce que justement, on n'arrivait pas à trouver une grue. Ouais. Il a fallu aller négocier avec la CBK parce qu'eux aussi, ils étaient fatigués à chaque fois. Alors que normalement, au niveau même de la mairie de Kindia, au niveau de chaque ville, on devrait avoir une grue pour pouvoir tirer des véhicules comme ça, pour ne pas bloquer la circulation. C'est toute une chaîne, ça doit relever des autorités de l'État. Ça peut être les autorités locales quand c'est dans une ville, comme on appelle dans une commune urbaine, ou partout où ça se passe. Chacun devrait jouer sa responsabilité, mais il devrait y avoir aussi des visites techniques pour éviter, par exemple, qu'un gros porteur qui n'a pas de frein roule pour qu'ils perdent, comme on appelle, le contrôle de l'engin et qu'ils partent tuer des gens. Le policier, par exemple, quand quelqu'un tombe en panne et que le chauffeur vienne dire ça au policier, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être qu'ils vont chercher les triangles, s'ils en ont, parce qu'il y en a qui n'en ont même pas, pour essayer de les poser et dire que oui, il y a une panne ici, parce que vous l'avez dit, c'est pas n'importe qui pourra venir tirer ce camion-là quand il y a une panne. Il faut toute une chaîne. Et je pense qu'on devrait s'organiser au niveau du gouvernorat de Conakry, par exemple. Je ne sais pas s'il y a une grue, par exemple, pour tirer des gros porteurs comme ça en pareille circonstance. Il n'y en a pas. Donc, le policier, je pense que tout ce qu'il peut faire, c'est venir parler avec le monsieur qui est tombé en panne, peut-être essayer de chercher des gens et pousser. Il a peu de rôle à jouer là-dedans. Ce qu'on pourrait éventuellement faire aussi, c'est de mettre des panneaux de signalisation à certains endroits. Ça n'existe pas. Donc moi je pense que la police, vous accusez ici les policiers à tort. C'est toute une chaîne. Bien. Ils ont leur part de responsabilité. Moussa. Je trouve qu'il y a ces camions que nous avons, et je pense dans la grande majorité, qui n'ont pas besoin du tout de passer dans un centre de contrôle technique. Vous avez quand même nos camions qui sont âgés de plus de 10 ans presque,
qui viennent parce que... Des camions vétustes. Parce que oui, plus de 10 ans. Qui viennent parce et c'est les enfants qui conduisent ces camions-là, oui, justement, souvent drogués. L'engin même... Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. L'engin a rendu le service Les pour grandes lequel il a gueules. été créé, fabriqué. Il a rendu ce service en Europe. Il a rendu ses services aux États-Unis. Et bien, pour une raison X, une raison Y, là-bas, on a décidé, puisque ne répondant plus à toutes les normes, on a décidé de l'amener. On a décidé de l'amener à la retraite, donc de l'amener sur le continent poubelle et peut-être le pays de la sous-région qui accueille tout ça. Donc, quand on envoie ce genre d'engin ici, je ne sais pas qu'est-ce que le contrôle technique peut relever à part le fait que tous les voyants sont rouges. Tout, voilà. Donc, mais non, vous n'avez pas besoin même d'y aller parce que rien qu'à regarder physiquement, vous savez que ce camion ne peut pas quand même tenir la route sur une certaine distance ou ne peut pas quand même donner une certaine sécurité à ses passagers. Moi, je trouve qu'il va falloir peut-être mener un travail beaucoup plus, un travail en profondeur par rapport d'abord au fonctionnement réel de ces centres, quoi qu'on dise. Au moins, quand ces centres vont émettre des avis contraires, des avis pour empêcher que des camions circulent, que la police puisse en faire une obligation pour les propriétaires de ces engins, afin que ces engins ne circulent plus sur nos routes. C'est-à-dire qu'ils puissent être forcés à les garer ou à les dépiécer pour les revendre. Ensuite, il faudrait que ces grues, la police nationale quand même doit avoir ses équipements. La police routière doit avoir ses équipements. Alors ces grues doivent être là. S'il n'y en a pas, je pense qu'on peut, comme ils l'ont fait avant l'arrivée de ces grues mobiles du côté du gouvernorat et de la police routière, ils peuvent négocier avec certains privés pour permettre que ces grues soient à leur disposition à chaque fois qu'un engin pareil stationne au beau milieu de la route. Mais si ce n'est pas fait, vous aurez beau verbaliser ces camions, ben ça n'empêchera pas l'embouteillage de se créer et ça n'empêchera pas ce genre d'accident. Il faut au moins les tirer de là, et pour les tirer de là, il va falloir que la police se donne les moyens pour les avoir. On peut aussi l'empêcher en amont. C'est ça. C'est un peu l'approche qui est la nôtre, Roby et moi. Faire en sorte que si pour le moment le pays n'a pas de centre de contrôle technique, de visite technique, qu'on agisse sur le comportement de l'homme. Parce que c'est l'homme qui engage, qui prend son engin et qui le met dans la circulation. Lorsque vous engagez donc dans la circulation, vous devez vous assurer que votre véhicule est au moins en état de circuler et qu'il ne viendra pas mourir en pleine chaussée. Oui, mais Abaka, c'est la même chose. Tu ne pas le contraire. Quand ton chauffeur prend la clé de ton véhicule, avant de démarrer, il ne baisse pas la tête pour regarder en bas si de l'huile fuite ou pas. Il demande, lorsque le moteur prend, il se dit que le véhicule peut circuler. Vous-même vous avez dit ici qu'il n'y a qu'à voir l'état physique de certains engins pour se rendre compte qu'à l'évidence que ces engins ne sont pas à même de circuler. Mais quand même, on regarde tout ça, on prend le risque et on engage les véhicules, on les met dans la circulation. Mais vogue la galère, vogue les conséquences. On ne se soucie guère de ce que ça peut provoquer comme accident ou comme tuerie dans la circulation. Mais la zone de Dubreka, elle est connue pour cela, pour ces accidents, mais à l'appel, à longueur de semaine dans notre pays. La route de Kenya aussi, c'est une route sur laquelle on enregistre beaucoup d'accidents. Vous vous rappelez récemment cet accident du côté de Farana. Mais combien d'accidents y a-t-il eu dans ce pays depuis que le président Fakonde est au pouvoir? Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Non, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais écoutez quand même, ce qu'on attendait au moins quand même, c'est une gouvernance qui a mis en avant sa volonté de mettre fin à cela et longtemps on est resté sous le monopole de Civita dans le cadre de la visite technique. Récemment, je crois qu'il y a 2 ans maintenant, le gouvernement a décidé de casser le monopole et de donner la possibilité à des centres agréés de pouvoir s'installer. Mais cela n'est pas fait. C'est comme si aujourd'hui tous ceux qui peuvent être préoccupés par cette situation ne sont pas intéressés donc à aller dans cette voie. Mais je pense qu'il faut une autre approche. Il faut que l'État repense son approche en ce qui concerne la visite technique. S'il n'y a pas de personnes ou d'opérateurs intéressés, je pense que l'État lui-même peut aller vers des privés, comme Moussa l'a dit, pour signer une convention, pour trouver un concessionnaire ou des concessionnaires privés
Parce que pour le moment, c'est le libre cours est donné donc à tout opérateur de s'installer dans les conditions prévues par la loi, par le gouvernement. Mais si cela ne se fait pas, il faut changer d'approche. Je pense que c'est une question qui s'adresse au nouveau directeur général de la police qui doit faire de la réflexion et faire du lobbying dans ce sens-là pour quand même que cette situation change. Que pour une fois, moi je ne peux pas imaginer qu'on arrive à la fin des 2 mandats d'Alpha Condé que notre pays ne se soit pas doté d'un centre de visite technique qui fonctionne. Ouais. C'est quand même, ce serait très triste. On essaie de joindre Zakaria de l'autre côté, mais malheureusement tu décroches. Allez-y, vas-y. Très rapidement, si le secteur de la visite technique était un secteur monopolisé, dit-on, a été libéralisé entre guillemets, on aurait pu, même si les opérateurs privés ont du mal à y mettre leur pognon pour investir, on aurait pu quand même, il ne serait-ce que pour les gros porteurs, les porteurs de conteneurs et autres là, on aurait pu demander à la société qui gère, à l'entreprise qui gère le port autonome de Conakry, à savoir Bolloré, on aurait pu quand même demander à Bolloré dans les clauses de contrat de faire en sorte qu'il y ait, dans les clauses de contrat, qu'il y ait une visite technique qui soit installée au sein du port, rien que pour les camions qui y sortent. Parce que lorsque vous partez du côté du port, voyez-vous, quand un camion démarre devant vous, vous voyez la cabine en train de trembler, vous demandez est-ce que ça va arriver. Le chauffeur à l'intérieur demande à l'apprenti, ceux-là qu'on appelle souvent les apprentis qui arrêtaient à côté, il lui demandait on peut aller, ça va aller. Il dit ah oui, ça enfin, voyez-vous. Bon, mais oui, on va mettre un peu d'humour dans tout ça, mais je vous dis que c'est dramatique. Parce que les camions sortent du port autonome de Conakry dans une situation qui vous laisse complètement perplexe. Parfois même, ils n'arrivent même pas au niveau du ministère de la Jeunesse et c'est déjà en panne avec le conteneur. Bon, un camion pareil, on vous dit que ça doit livrer de la marchandise jusqu'à Zérékoré. C'est terrible. Donc, comment voulez-vous que ça ne fasse pas des dégâts sur la route? Donc, je pense qu'il est important, si le secteur privé, les investisseurs privés ne veulent pas s'aventurer dans le secteur, je pense qu'il est important à un moment donné, le port autonome a quand même assez d'argent. Ils peuvent eux-mêmes installer leur propre visite technique au sein du port autonome pour que les camions soient décantés, pour qu'on ait au moins des camions à même d'aller à destination sans trop de dégâts. Maintenant, pour les petites voitures, on va attendre que les investisseurs privés se décident. L'État lui-même, l'État lui-même peut installer ces centres-là. Voilà. Ça ne coûte pas les yeux de la tête quand même. Allez-y Moussa. Oui, moi je trouve que il faut aussi frapper fort sur certains comportements entre guillemets accidentogènes, parce que ces comportements tout le monde les a. Il y a que même pour les petits véhicules, on parle des camions, même pour les petits véhicules, mais figurez-vous que même quand un taxi tombe en panne en pleine route, il est laissé là. Il va falloir qu'il change sa route. Il l'a évoqué. Voilà, donc je pense que tout ça, ça peut contribuer aussi à aggraver les bouchons et à créer des embouteillages. Maintenant, j'attends l'opérationnalisation de ces panneaux de circulation. Je ne sais pas si avec monsieur le ministre des Transports, ça peut peut-être permettre pour ceux qui savent les interpréter. Justement. Parce qu'après, il va falloir expliquer tout ça dans toutes les langues. Il va falloir expliquer avec des signes. Il faut expliquer aux chauffeurs, à nos parents, c'est extraordinaire. Oui. Il faut une campagne d'explication. Voilà, comment les interpréter. Mais comment on peut avoir le permis de conduire quand même sans connaître les panneaux de signalisation? C'est bizarre. Quand même, honnêtement. Non, il faut quand même arrêter. Oui, tout le monde ne passe pas. On sait dans quelles conditions certains obtiennent leur permis. C'est comme dans une porcherie. Tout le monde n'est pas forcément passé par une école, par une auto-école pour obtenir. Vous êtes passé dans une école, madame? Je suis passé dans une école, moi, avant d'obtenir mon permis. Mais il y en a qui achètent les permis, Lamine. Il y en a qui achètent ces permis, qui partent juste pour... Mais c'est pas eux, c'est là où on délivre ces permis-là. Comment est-ce que vous pouvez vendre un permis à une personne? Vous ne savez pas si la personne si la personne est passée par une école. Voilà, ce sont tous ces facteurs-là. Même les écoles, ça laisse à désirer. Mais au moins, tu es passé par... Je ne sais pas si Roby est passé par une école, mais moi, je suis passé dans une école, j'ai suivi la formation théorique et pratique. Vous voulez que je fasse de la promo? Je peux le faire. Après, je ne paierai pas la facture. Mais de toutes les façons, je suis passé par une école. J'ai fait la formation théorique et pratique avant d'obtenir mon permis. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Parce que, tel que vous l'avez dit, c'est là-bas qu'on vous montre les panneaux de signalisation, les indicatifs de virage à gauche, à droite, ainsi de suite. Les priorités. Mais si vous ne passez pas par une école, comment est-ce que vous pouvez savoir cela? Il faut que l'enseignement donné dans les écoles, dans les auto-écoles, soit adapté à la pratique au long terme. Vous savez, c'est comme un enfant qui apprend la mathématique, mais quand il part à la maison, il n'a aucun instrument pour la révision, etc., pour mettre ça en pratique, il finit par l'oublier. Même si vous faites 10 ans dans une auto-école en Guinée, en train de regarder les panneaux de signalisation sur le tableau
tableau que votre prof vous montre, vous êtes confronté à une autre réalité dans la route, sur la route. Donc, vous allez sortir de l'auto-école, vous allez prendre votre véhicule, vous allez vouloir respecter la priorité à droite, et ben vous allez dormir là. Bien. Parce que dans ce pays, on vous laissera jamais passer. Vous avez vu? Permets-moi d'aller jusqu'au bout. Donc, vous êtes obligés, vous aussi, au sortir de cet enseignement dont vous parlez, l'auto-école, les règles et tout ça, vous revenez dans la circulation, vous mettez... La réalité te rattrape. La réalité vous rattrape. Vous aussi, vous êtes obligé de faire violence au code de la route pour pouvoir passer, parce que sinon, si vous arrivez à un carrefour, vous dites, bon, ben moi, je suis un bon chauffeur, je vais m'arrêter, je vais attendre que tout ce qui sont à priorité à droite passe, vous allez passer toute votre journée là. Donc, voyez-vous. Mais je suis d'accord avec toi. C'est ça le problème. J'ai jamais compris en fait le sens giratoire, par exemple, les carrefours et tout ça. Donc, la priorité, on dirait ça change de pays. Vous avez l'enseignement. C'est ça, je vous assure. Vous avez l'enseignement. Si vous le dites. Vous avez l'enseignement. Vous avez l'enseignement. Il y en a qui ont la direction à droite, d'autres à gauche, ainsi de suite. Oui, mais la direction à droite, c'est en Angleterre et au Japon, c'est pas beaucoup. Même tout le reste est universel. Maintenant, vous avez l'enseignement en classe et vous avez la réalité du terrain qui fait que lorsque vous êtes dans la circulation, vous oubliez le code de route, vous oubliez tout ce que vous venez d'apprendre et vous êtes obligé de vous conformer à ce qui se passe, à la réalité de la circulation. Ce qui fait que le vécu quotidien, le fait d'être tout le temps confronté à la réalité du terrain, vous faites que tout le monde, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un ici qui retient tous les codes de la route, hein, ce serait un génie parce que le seul code de la route en Guinée, vous savez c'est quoi? Non. Le plus rapide et le meilleur chauffeur. Bien. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.